Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on attaque directement sans introduction pour que tu sois vraiment dans la peau d'un des associés. Alors, je suis tout à fait transparent avec toi, j'ai quelques informations sur le sujet de l'émission. Et oui, forcément, mais on a quand même choisi de présenter l'émission sous l'angle d'un des associés. Je trouve que c'est toujours plus intéressant de découvrir le projet. Donc, j'ai qu'une information, c'est-à-dire je connais le thème, mais je ne sais pas exactement de quoi ça va parler. Donc, on va le découvrir ensemble. Mais avant, comme d'habitude, je te rappelle l'usage parce que c'est très important pour moi. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Tu lui dis, écoute, cette émission, c'est génial, ça va changer ta vie. Enfin, si tu veux travailler avec moi, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Et dans l'onglet coaching, tu réserves un appel avec moi et on travaille sur le sujet de ton choix. Tu connais bébé. Ça rime, c'était nul. Bon, ok, d'accord, j'avoue. Il reste Amazon. Tu tapes crise financière. Bon, ok, tu sais. Allez, sans plus de transition, Patrick Magnéto. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. C'est vrai qu'il y a un air. Alors, je ne suis pas ministre, je suis Cédric Carl, j'ai 47 ans. Je suis designer. Je suis président et cofondateur de Regenbox. Et Regenbox vous propose d'acquérir pour 150 000 euros 10% des parts de notre entreprise. Regenbox adresse le marché des piles alcalines. Ces piles dites non rechargeables, piles jetables, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un marché en croissance. Rien qu'en Europe, on distribue chaque année 226 000 tonnes de piles. En France, c'est quasiment 1 milliard d'unités qui sont mises sur le marché chaque année. 1 milliard d'unités. Et au niveau mondial, on est sur un marché toujours en croissance de 11 milliards de dollars annuels. Du coup, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces piles une fois qu'elles ont été utilisées? On devrait les jeter dans les bacs de collecte. Malheureusement, 50% de nos piles arrivent dans les poubelles classiques. Donc pas recyclé. Donc elles ne sont pas recyclées, elles vont être enfouies ou incinérées, ce qui va forcément polluer les sols et l'air pour très longtemps. Ce qui est quand même pas mal, 50% qui, elles, maintenant sont traités. Parce que c'est ça. Heureusement, on est à 50% de taux de collecte. Qu'est-ce qui se passe dans les bacs de collecte? On est allé voir, on a fait les statistiques en France. Eh bien, une pile sur 4 est complètement dégradée et du coup, mérite d'aller au recyclage. Plus surprenant, 3 piles sur 4 sont récupérables. On peut les recharger. Et donc, on recharge de la pile non rechargeable. Alors, vous allez me dire, comment vous faites? Eh bien, on a retrouvé un brevet des années 80 qui a été mis au point par un des co-inventeurs de la pile alcaline dans les années 50. Donc, quand on a vu qu'il était co-inventeur de la pile alcaline, qu'il avait travaillé sur les piles de la mission Apollo, on s'est dit, il s'y connaît. On s'est dit, il s'y connaît un petit peu. Donc, on est allé voir son brevet. C'est de la micropulsion électrique. On envoie du courant haché dans la pile. C'est de la charge lente. Mais ça fonctionne, on récupère 50% de la capacité de la pile dans les conditions les plus dégradées, quand elles sont vraiment très déchargées, et on peut le faire plusieurs fois. Nous, on garantit 5 recharges. Et donc les solutions Regenbox proposent des appareils qui sont soit des bornes, soit des mallettes. Les mallettes, c'est des appareils qui permettent à des ateliers d'être équipés, et les bornes, elles sont plutôt destinées à des collectivités, aux entreprises, à la grande distribution, parce qu'on est déjà en test avec plusieurs acteurs de la grande distribution. On peut tester et puis régénérer sur place ces piles. Bien sûr, on a développé des solutions individuelles pour rendre accessible la technologie au plus grand nombre. Ah, voilà. Et donc, vous l'aurez compris, en fait, on est en train de tester et de prototyper des solutions pour devenir les pionniers de l'économie circulaire dans le domaine de la pile. Et surtout, on aimerait que demain ne soient plus jetées en France et ailleurs des piles auxquelles on pourrait redonner une seconde vie. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Le passage a été extrêmement long, mais on s'est pris une baffe monumentale. Je ne savais pas déjà à quel moment couper. Alors, on va commencer par le début. 150 000 euros, 10% du capital. Bon, ben 1 500 000 euros de chiffre d'affaires. Parmi les premières questions que j'espère avoir, c'est est-ce que tu fais du chiffre d'affaires? Alors, il a dit qu'il était pionnier. Ça veut dire qu'il a développé des solutions, mais peut-être qu'il n'est pas encore rentable. Il fait une projection sur un marché de folie. On va être transparent. Là, on est dans un cas typique de quelque chose qui est extrêmement dur à faire, mais quand tu y arrives comme ça vient d'être fait, tu touches le jackpot. Donc, soyons clairs. Là, c'est vraiment l'histoire de « je te dis que quelque chose est impossible, tu me réponds que cette chose elle est possible, et d'une manière, peu importe laquelle, tu trouves la solution, et du coup, tu rends possible l'impossible, et tu as dans les mains eh bien, de l'or. J'ai envie de dire qu'il a de l'or dans les mains. Alors, ce sont des piles, mais tu as compris ce que je voulais dire. Il recharge des piles
un rechargeable en expliquant bien quand même la subtilité, qu'il y a des niveaux de dégradation et que quand la pile est très dégradée, elle n'est pas rechargeable. Mais il explique qu'il peut quand même recharger les piles qui sont censées ne plus être rechargeables. Alors comme il le dit, voilà, il y a des contraintes, c'est long, etc. Mais en toute transparence, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça te montre déjà que quand quelque chose est impossible, ça ne l'est que dans la bouche de celui qui le prononce. Et alors cette phrase, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit dans l'émission, mais je la répète depuis très longtemps. Ensuite, il est allé chercher un vieux brevet. Donc ça te montre aussi que parfois, on te dit que certaines choses sont impossibles ou qu'elles n'existent pas alors qu'elles ont déjà existé. Donc à partir de là, tu m'as compris. Bref. Moi, j'ai envie de te dire, et je n'ai qu'une chose à dire. Cherche. Quand quelqu'un te dit c'est impossible, la première chose que tu dois faire, ça n'est pas avoir un jugement, c'est avoir une réflexion et te dire mais attends, est-ce que ça je ne suis pas capable de le faire? Est-ce que là il n'y a pas une opportunité? Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Est-ce que par hasard il n'existerait pas déjà quelque chose qui a déjà été fait qui me permettrait peut-être d'aller vers la solution que je croyais impossible? Ça nous amène sur un sujet dont j'ai jamais l'occasion de trop parler avec toi, qui est finalement le jugement que tu portes sur les choses. C'est très compliqué. On a tous un jugement, qu'on le veuille ou non, on a des avis. Et franchement, je vais te dire un truc, c'est ce qui te porte le plus préjudice dans ton aventure entrepreneuriale. Tu dois aller contre tes jugements. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui est capable de toujours se remettre en question, qui est surtout capable d'aller contre ses jugements et qui est capable après encore de prendre des risques. Parce qu'au-delà du jugement, il y a le risque. Ça veut dire que tu as un avis sur la chose, tu peux en avoir un avis négatif, et tu vas quand même le faire pour essayer, pour ne pas mourir bête, pour le tenter. Et c'est le plus dur. Là, il a essayé de le faire et il se retrouve à proposer de recycler une masse énorme de déchets qui ont une utilité environnementale indéniable, à ne plus être dans la nature, tu as compris ce que je voulais dire. Et on se retrouve avec un entrepreneur qui te propose une vraie solution à un vrai problème qui, s'il est déployé correctement, peut engranger énormément d'argent. Un marché mondial à 11 milliards et il est pionnier. Et comme je l'écris dans mon livre « Devenir riche sans argent, tout appris sur un Amazon », il y a une prime au premier. Donc, tu liras le bouquin si tu as envie de savoir ce que c'est, mais ce qu'on appelle la prime au premier. Donc là, un bon investisseur connaît la prime au premier. Et la prime au premier, là, tu peux mettre une somme sur sa tête. Franchement, 50 000 € pour ce type de produit, c'est jouable largement. Moi, personnellement, je me dis, je pense que j'y vais. Maintenant, il y a quand même quelques questions qu'il faut poser. Là, j'y vais si les chiffres sont cohérents, si l'ensemble des questions qui vont être posées sont cohérentes, le modèle économique, de quelle manière il se fait rémunérer, l'impact qu'il a, et est-ce qu'il n'y a pas de l'économie d'échelle ou de l'économie cachée? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, il n'y a pas moyen de gagner de l'argent sur des piles qu'on récupère ou je ne sais pas, qu'on nous donnerait d'une manière que je ne connais pas mais que lui connaît peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Bref, sans plus de transition, Patrick Magnéto. Comment ça marche? Vous pouvez juste faire une petite démo? Ouais, bien sûr. À l'usage. Donc, j'ai pris... Vous avez des piles? Voilà, 3 piles parmi les tonnes de piles qu'on trouve. Donc, on introduit la pile. Voilà, celle-là va mal. Celle-ci, elle est complètement dégradée. Celle-ci, elle va au recyclage. Voilà. Celle-ci, elle est... Vraiment à 100%. Ouais, elle est neuve. Donc je la garde. Ok, celle-là, je la garde. Celle-ci, elle est entre 0,9 volts et 1,3. Donc, elle est dite régénérable. Ok. On la Et met donc, là. du coup, Donc, on la met là. on peut la mettre ici. Tac. Et puis, en fait, ça va permettre de la tester. Et là, on voit qu'elle est en train de se faire régénérer. Attends, qu'on comprenne bien, parce que là, on peut en mettre plusieurs alignés. On peut en mettre plein. On peut mettre les deux formats, LR6 et LR3. On peut en mettre combien en même temps? On peut mettre 10 piles LR6, 10 piles LR3. Combien de temps il faut la laisser? Quand elle est très dégradée, Ouais. en fait, ça peut prendre entre 6 et 8 heures. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'on va la laisser sur la borne 6 à 8 heures. Alors, là, c'est la borne qui est destinée à des entreprises ou à des, je dirais, des circuits un peu fermés. Oui, c'est pas dans un supermarché. Pas dans un supermarché. La version dans les supermarchés, elle n'a pas la régénération. Donc, c'est un testeur de piles. Voilà, ça c'est vraiment le testeur. La régénération se fait dans les ateliers avec des unités de régénération. Et comment tu sais que c'est ta pile? Comment tu la récupères Alors, une pile régénérable égale une pile régénérée. En fait, on fait un échange standard. Tu la recharges pas, tu la testes, tu l'amènes au SAV où là, ils ont des bancs de recharge. C'est déjà en Et c'est test. celle-là hein. que vous allez mettre. Voilà. Sans Celle-là, le régénérateur de dedans. testeur. Exactement. Dans vos rêves, si vous arriviez au bout de l'industrialisation du produit le plus abouti qu'est le
le produit personnel. Dans votre esprit, ça coûterait combien aux clients d'acheter un truc comme ça? On sait qu'on peut atteindre le 15 € prix public. Quand tu tapes sur Google, il y a plein de concurrents sur Amazon. Tu peux acheter des chargeurs de piles alcalines. Vous n'êtes pas le premier à l'inventer. Non, de piles rechargeables, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Non, de piles normales. Ah bon? De piles normales, on en trouve plein. Donc comment juger? Et ils ne sont pas tous très compétitifs et il y en a qui ont existé, qui ont disparu. C'est normal, vous allez dire que les vôtres sont meilleurs, mais vous avez présenté l'innovation comme étant quelque chose d'innovant, alors qu'en fait, bon, ça existe. Du coup, ça change quand même la donne. Et là, il va falloir nous convaincre en quoi ton système est supérieur. Parce que moi, j'étais persuadé depuis le début que vous aviez quelque chose d'unique. Alors que là, Anthony dit, bah, c'est pas unique du tout, j'ai la même chose, donc sur Amazon. Moi, j'avais compris comme toi, Jean-Pierre. J'avais compris pareil. J'avais compris ça. Pareil. Si vous regardez en fait ce qui se passe dans les appareils, ils n'ont pas l'intelligence qu'on a sur les fréquences. Mais le client, il le sait pas. Je sais pas, le client, il s'en fout, lui. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plus d'argent que toi t'as pas d'argent. Sur Amazon, ils vont mettre du budget marketing, ils vont remonter avant toi. Et sur Amazon, quand t'as 40 solutions avec le même produit, personne ne saura que le tien fait ça de plus, quoi. C'est pour ça qu'on pense que ça, c'est quand même une part marginale et qu'on est plus sur les solutions collectives. Faut que tu te concentres sur le B2B, clairement en tout cas. C'est ça. Mais c'est 80% de notre modèle, c'est le B2B et les locations. Bon, ça, c'est la bonne réponse. Pouah, ce qui vient de se passer, c'est excellent. Donc en fait, retournement de situation. Et là, tu te rends compte qu'on a changé d'époque. Et ça me fait plaisir parce que c'est exactement ce que je te demande de faire avec l'immobilier quand tu es devant un investisseur qui te vend quelque chose, une entreprise, un formateur, n'importe qui. Tu dois faire exactement ce que vient de faire Anthony, c'est-à-dire tu dois vérifier. Là, d'un coup, Anthony, il vient de rebasculer la donne en 30 secondes en disant bah, excusez-moi, mais regardez, là, moi je viens de chercher sur Internet, sur Amazon, et en fait, il y en a d'autres qui font exactement comme vous. La réponse du coup de notre pitch, enfin de la personne qui nous pitch le projet, c'est très simple, c'est de dire ah ben non, techniquement, blablabla, moi j'ai plus d'ampérage ou je sais pas quoi. Mais comme dit Anthony, on s'en fout en fait. Le client, il regardera pas ça. C'est comme les ordinateurs. Tu peux dire que ton ordinateur, il a la dernière carte graphique, nanana, ça va toucher les gamers et une petite tranche des personnes. Ce sont les gens qui ont besoin d'avoir des données techniques, mais ils sont très peu. La vérité, c'est ce qu'a expliqué Anthony et c'est intéressant que tu le comprennes, c'est que c'est le marketing qui fait les ventes. La plupart des gens, ils veulent un ordinateur design. Pourquoi tu crois que Apple a écrasé tout le monde? Il a fait un ordinateur simple, fonctionnel et design. Et il répondait à un besoin simple, de paraître beau là où on le posait, là où tous les autres étaient moches, là où on le posait. L'ordinateur, il allait où? La réflexion derrière Steve Jobs, c'était quoi? L'ordinateur, il finit à la maison. Et quand ton truc, il est moche dans un coin et que tu le caches dans un meuble, ben, c'est que tu as raté ton produit. Alors qu'à l'inverse, quand le produit est tellement beau que tu l'affiches au cœur de la maison, sur un bureau presque design autant que l'ordinateur parce que tu trouves ça magnifique, ben, toi, en tant que fabricant, tu as réussi ton produit. Et donc, il faut que tu comprennes que malheureusement, même si tu as un esprit analytique, voire même que si toi tu as besoin d'avoir des données analytiques pour prendre des décisions, ce n'est pas le cas de la majorité des gens. La plupart des gens prennent des décisions avec leurs émotions et par rapport à la fonction, à l'usage que le produit propose. À quoi sert le produit? Comment je fais pour que le client le comprenne le plus facilement possible et qu'il en perçoive la valeur le plus rapidement possible? Quand tu remplis, on va dire, ces deux cases, simplement et rapidement d'ailleurs, tu encaisses de l'argent. C'est ce que la plupart des entrepreneurs ne comprennent pas. C'est à côté de quoi la plupart des entrepreneurs passent et c'est ce qui leur fait perdre ou en tout cas laisser sur la table énormément d'argent. Malheureusement, tu vois, la visseuse qu'a utilisé ton plaquiste pour faire ta maison, personne n'en a rien à foutre. Et même toi, quand tu es dans ta baraque, allongé, en train de regarder ton plafond, tu ne penses plus à la visseuse que le plaquiste a utilisée pour mettre tes plaques de placo au plafond. La vérité, c'est que tu payes un plaquiste pour que le plafond de ton salon soit bien lisse et bien propre quand tu le regardes. C'est tout ce que tu payes, rien d'autre. Et c'est malheureusement la réalité. Alors bien sûr, il faut que le travail soit bien fait, l'un n'empêche pas l'autre, mais pour toi consommateur, la seule chose que tu regarderas à la fin, c'est pas la vis, c'est pas la visseuse, c'est le rendu final. Et quand tu achètes un produit, c'est pareil. À quoi me sert le produit? Combien je le paye? Quel est mon bénéfice direct? Voilà. Et c'est hyper dur parce que, en fait, dans l'entrepreneuriat, ce qui fait souffrir les entrepreneurs,
c'est qu'un bon marketing avec un produit pourri, ça marchera toujours, alors qu'un bon produit avec un marketing pourri, ça marchera jamais. Tu veux que je te le redise? Un mauvais produit avec un bon marketing, ça marchera toujours. Un bon produit avec un mauvais marketing, ça marchera jamais. Et c'est terrible, hein, je le conçois complètement. Alors l'idéal, c'est d'avoir les deux, sauf que la réalité, c'est que c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Et c'est d'ailleurs très souvent un très bon marketing et un mauvais produit. Donc malheureusement, c'est la vie, le monde, j'allais dire la vie, le monde dans lequel on vit est comme ça. Maintenant, il ne faut pas se désespérer. Moi, je pense que la finalité derrière ça, c'est d'arriver à faire en sorte que le produit réponde aux attentes du client. Et normalement, quand tu fais ton job, les clients font le reste. Maintenant, on ne va pas se mentir, il faut du marketing. Tu es obligé de tout mettre en œuvre pour avoir un bon marketing. Et aussi, j'ajouterais que le business model que tu vas choisir, donc la manière dont tu vas vendre, la manière dont tu vas encaisser ton argent, la façon dont tu factures, tes marges, etc., tout ce qui tourne autour de la manière dont tu gères l'argent dans ta boîte va aussi être déterminant pour pouvoir faire ce fameux marketing. Une entreprise qui n'a pas de marge, elle n'a pas d'argent pour faire du marketing. Une entreprise qui a de la marge, elle a de l'argent pour faire du marketing. Donc, tu es obligé d'avoir de la marge pour pouvoir faire du marketing, pour que la boucle, ou en tout cas que le cercle vertueux s'enclenche et pour que l'argent puisse commencer à rentrer dans les caisses de ton entreprise. Soit tu comprends ce que je t'explique et tu l'acceptes, c'est les règles du jeu et tu vas t'en sortir, soit tu ne l'acceptes pas. Dans ces cas-là, malheureusement, l'entrepreneuriat, ça risque d'être compliqué pour toi. Mais qu'on comprenne bien, on a tous imaginé que ça, c'était dans l'entrée d'un supermarché, qu'on chargeait nos piles pendant qu'on faisait les cours. On ne sait pas ça. Ces machines, vous allez les placer chez qui? Alors, on les a déjà placées aux entreprises. Bon, alors, admettons, prenons cet exemple. Admettons qu'on ait eu ça dans l'accueil de ma société. Je la mets en libre service. Les salariés, ils viennent le matin, ceux qui ont pensé avec leurs vieilles piles. Ils l'éclipsent. Ils jettent la vieille, celle qui est verte, ils la laissent, et ça fait un distributeur de piles neuves, et tout le monde s'amuse à ramener les piles de chez eux et récupérer des piles neuves, et ça tourne. Ça. C'est comme ça que vous voyez. Ouais. Et vous gagnez de l'argent parce que vous louez la machine. Ouais, c'est ça. Et la grande distribution, c'est vraiment eux, ils sont en train de tester les modèles, de revendre de la pile conditionnée, et des fois de la redonner. Ouais. Mais c'est là qu'il y a un marché. Et vous le louez combien? On loue 60 € par mois. C'est ce qu'on vise. Vous louez la machine 60 € par mois? Ouais. À l'entreprise? Exactement. Ça me paraît extrêmement peu. Cette grosse machine, vous la louez 60 €. Ouais. Aïe, 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 aïe. 60 €. Enfin, ça fait 720 €. C'est pas beaucoup, ça. En B2B, 60 € par mois. Mon Dieu. Ça me paraît vraiment rien. Moi, j'ai déjà investi dans des boîtes qui louaient des machines dans des entreprises, de la nourriture, etc. Et c'est 1500, 2000 € par mois la machine. Ah non. Mais là, 60 € quand même, ça me paraît... Non, non, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une porte d'entrée. En fait, au début, l'entreprise acquiert en fait le dispositif pour 1700 € et ensuite paye un loyer. C'est-à-dire que les 1700 €, il y a une mise en place, il y a une personnalisation graphique. Donc c'est pas 60 € par mois, c'est 60 € par mois plus les 1700 € initial. Exactement, ouais, tout à fait. Pardon si j'ai mal expliqué. Ok, c'est plus clair. Waouh, c'est dur, hein. Alors attention, très dur de faire des pitchs comme ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Je te l'ai déjà dit, quand on annonce 60 € par mois, là, la douche, elle est très froide pour tout le monde, moi y compris. Et c'est ouf parce que tu as vu l'intro, tu pars d'un truc impossible, tu es chaud comme la braise. Là, on avance étape après étape. Et en fait, déjà, j'ai un truc à te dire qui est hyper important. Là, quand tu fais un pitch comme ça et que les erreurs s'enchaînent comme ça, tu es en train de perdre ton auditoire. Là, je te le dis, je ne connais pas la suite de la présentation, mais là, moi déjà personnellement, il m'a quasiment perdu, tu vois. C'est déjà, voilà, il est mort dans le film avant la fin, l'acteur là. Faut pas mal le prendre. Je t'explique pourquoi. On part de quelque chose d'impossible qu'il est le seul à faire. On se rend compte finalement qu'il a des concurrents. Donc déjà, on affirme quelque chose qui n'est pas vrai. Ne le fais jamais. C'est comme les gens qui disent la radio numéro 1. Alors parce que tu le dis, tu l'es. C'est une prophétie autoréalisatrice. Je comprends le concept. Personnellement, je ne suis pas fan. Il y en a qui te disent qu'il faut le faire, d'autres que non. Moi, je pense que tu n'es pas bien placé pour toi-même, j'ai envie de dire, qualifier le niveau auquel tu es. Ce n'est pas à toi à dire je suis le numéro 1. Si tu es le numéro 1, c'est une évidence pour tout le monde. Tu n'as même pas besoin de le préciser. Donc, déjà, voilà, mon opinion par rapport à tout ça, c'est de te dire, ne cherche pas à présenter ce que tu n'es pas. Si quelqu'un s'en rend compte, alors c'est toujours pareil, si la personne en face ne s'en rend pas compte, nickel, ça passe, tu as raison. Par contre, si la personne en face s'en rend compte,
ben là, tu t'es cramé. Et comme tu n'as qu'une chance de faire bonne impression, c'est fini pour toi. Déjà, première étape, ça ne va pas. On arrive au sujet de l'argent. Et là, c'est un sujet très délicat. Tu demandes de l'argent, tu demandes de l'investissement, tu te trompes sur tes chiffres. Ça pourrait ne pas être grave, sauf que dans le cadre dans lequel on est, tu n'as pas le droit de faire cette erreur. Pourquoi ? Parce que déjà, tu te dis, attends, le mec, il ne sait pas comment fonctionne sa boîte. C'est étrange. Ensuite, il annonce des petits chiffres. Petits chiffres, comme je te l'ai déjà expliqué, égale gros efforts pour arriver à des résultats. On sait très bien qu'avec un certain chiffre d'affaires, on peut atteindre un résultat. Non, pardon, je me suis trompé. On sait très bien qu'avec un certain prix, avec un produit à un certain prix, on peut atteindre un gros résultat si le prix est élevé. Mais si le prix est tout petit, l'effort pour atteindre le même résultat sera démultiplié. Donc c'est l'histoire de je vends un produit à 1000 € versus je vends un produit à 100 €. Je vais devoir fournir 10 fois plus d'efforts à chiffre d'affaires égal pour un produit à 100 € que pour un produit à 1000 €. Donc ton intérêt, c'est d'avoir des prix élevés dans la mesure du possible. Là, le paradoxe, c'est qu'on est sur un marché de B2B et on annonce un prix tout petit. Tant bien même, tu vas me dire, mais attends Nicolas, pourquoi tu parles de ça ? Il a rectifié le tir, il a expliqué. Oui, mais non. Je te le dis, c'est pas suffisant. 1760 plus 760 par an ad vitam, c'est pas un tarif assez élevé à mon goût par rapport au service qu'il propose. Je ne sais pas s'il aurait pu faire autrement, mais à mon sens et au sens des investisseurs, ça ne répond pas à la promesse de départ. D'autant qu'il a cité un marché à 11 milliards. Il a cité plein de choses qui font rêver. Et là, d'un coup, ça redescend. Tu as l'impression que c'est la chute vertigineuse et que ça redescendra. Ça va continuer de redescendre. Moi, je suis dubitatif. Voilà, laisse-moi te le dire. On va voir la suite. Quel chiffre d'affaires vous faites ? Alors, on est à 70 000 cette année, 400 000 l'année prochaine. Et juste pour comprendre la genèse du projet, vous avez investi combien d'argent pour faire tout ça ? Vous l'avez fait sur fonds propres ? Alors, ouais, on a fait sur des fonds propres, justement, pour être plutôt autonome dans ce qu'on faisait. Combien ? Il y a pas mal d'acteurs qui ont essayé de rentrer dès le début. Et en fait, on a dit non, attendez, en fait, on fait souhaite... l'émission d'abord. Et donc, vous avez Voilà. investi combien ? En fait, en termes de temps, c'est difficile d'estimer parce qu'effectivement, on a passé... Ok, mais il n'y a pas eu d'investissement d'argent au début. Enfin, c'est juste pour comprendre. Si, on a quand même investi dans des tests, dans de la machinerie, etc. Combien ? Combien ? On a investi à peu près 80 à 100 000 €. D'accord, quand même. Oui, non, mais c'est... Bah ouais, c'est ça paraît intéressant. même faible. Et vous êtes tout seul ? Non, on est 6 associés. Et vous avez une grande partie, une majeure partie ? Ouais, moi j'ai une grande partie Combien départ, j'ai 33% départ. Ah, une grande partie, 33. Ouais. Votre rôle, c'est quoi du coup ? Alors moi je suis fondateur, en fait je suis à la rencontre des entreprises en tant que conseil en fait sur les problématiques de développement durable. C'est que ça. Ouais, je fais que ça. Ouais. Et c'est votre première levée de fonds? Exactement, c'est notre première levée de fonds. Je vous avoue que là, on est dans une phase vraiment on est en train de tester différents modèles. Il y a des collectivités, il y a des bailleurs sociaux, il y a des grands de la distribution, il y a des entreprises sur leur vous site. êtes au début, quoi. Vous savez pas encore quel chemin vous allez prendre vraiment. C'est ça, on est hyper ouvert et c'est aussi ce qu'on vient chercher aujourd'hui, c'est du conseil, de votre capacité justement à savoir dans quelle direction aller et pouvoir bien sûr bénéficier en fait de votre expertise. Il a fait une énorme erreur et je viens de m'en rendre compte et là pour moi c'est terminé, il n'aura aucun financement, enfin en tout cas je serais surpris qu'il en ait. On va commencer par étapes. Déjà premièrement tu fais jamais ça, on te pose une question, tu réponds. Je veux dire combien, ils ont dû poser la question à eux tous au moins 5 ou 6 fois pour qu'ils donnent le montant qui a été investi. Après quand il dit j'ai une majeure partie départ, 33% divisé par 6, enfin je veux dire il y a 5 autres associés. Bon, c'est là encore discutable. Et tu sens une espèce de malaise à répondre à certaines questions. Ils ont fait 70 000 €. Je reviens sur le chiffre d'affaires tout à l'heure qu'il a dit. Ils vont faire soi-disant 400 000 €. Bon. Là aussi, discutable. La finalité derrière tout ça, où est-ce que je t'emmène? C'est sur la fameuse erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est d'arriver devant des investisseurs et de dire on a besoin de votre conseil et on ne sait pas vraiment où on va. Tu ne peux pas avoir d'investisseurs qui vont venir dans ton entreprise si déjà tu n'as pas de plan. L'investisseur, il ne va pas t'apporter un plan en fait. Ce n'est pas lui qui va faire ta boîte à ta place. L'investisseur, tu n'es pas censé le voir d'ailleurs. Tu peux le consulter, il peut et vouloir et avoir une position prédominante
et avoir donc du coup du conseil, apporter du conseil, avoir, comment je dirais, une voix au chapitre dans l'aventure que tu es en train de construire. Mais son rôle, c'est juste d'amener de l'argent au départ. L'investisseur, lui, il ne veut, pas tous, mais globalement, il ne veut rien d'autre que rentrer et sortir. Et pour ça, il faut qu'il ait de la visibilité et un plan. Si tu viens en comptant sur l'investisseur pour te fournir le plan que toi-même tu n'as pas fait, bah, tu te mets les deux doigts dans les deux yeux. Tu ne vas pas y voir loin. Hein. Du coup, tu n'auras plus de plan. Tu vois le truc. C'est dommage parce que ça avait tellement bien commencé. Il s'est viandé sur des détails qui ont fait toute la différence. Et vraiment, c'est important que tu aies un plan et que tu t'y tiennes quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup trop de gens qui n'ont pas de plan et il y a beaucoup trop de gens qui n'ont pas de plan et qui en plus comptent sur les autres pour en avoir un. C'est problématique. Tu ne peux pas faire ça. Ça n'est pas possible. Moi, à mon sens, j'aurais tendance à te dire que la première chose que tu dois faire, c'est avoir un plan à moyen terme, au moins à 5 ans. Et si tu lèves des fonds au bout de 2-3 ans, tu dois, avant d'aller lever les fonds, refaire un plan sur les 5 années suivantes au moment de la levée de fonds. Juste avant, je veux dire. Il faut que quand tu arrives à la levée de fonds, tu puisses avoir une visibilité sur 5 ans. Et si dans les 5 années que tu projettes, tu n'as pas d'exit pour ta levée de fonds, ben à mon sens, tu dois aller tirer dans le plan jusqu'à l'exit pour que tu aies des investisseurs qui rentrent. L'investisseur, il veut quoi? Rentrer et tirer son bénéfice. Donc, il faut qu'il y ait à minima un plan d'attaque pour les prochaines années et une sortie en visibilité. Alors, pas immédiate, on est d'accord, mais une sortie quand même quelque part, histoire de dire « Ok, tu rentres là maintenant, mais t'inquiète pas, on sait où on va et on sortira tous ensemble avec du pognon. » Il faut un peu les faire rêver, c'est normal. Tu ne lèves pas des fonds sans faire rêver les gens, c'est obligatoire. Ensuite, bon, ben voilà, je reviens sur les comportements, les hésitations dans la voie, le côté, voilà, c'est pas clair. Je ne comprends pas non plus le business model. Finalement, tu fais un paiement, un droit d'entrée, puis un bail de 60 € par mois. En fait, on est sur quelqu'un qui est dans le flou total et qui compte sur l'intervention extérieure pour finaliser son entreprise. Et en plus, ils sont 6. Ça fait beaucoup de personnes que tu vas rejoindre et ça paraît être un bateau qui est difficile à manœuvrer. Qui va vouloir aller là dans la galère? Moi, je crois personne, mais je peux me tromper. Bon, moi, je me lance. Dès que je vous ai vu arriver, j'ai dit je vais investir. J'ai entendu le mot brevet, 1980, on a déterré ce truc-là, on l'a exhumé, on l'a retesté, ça fonctionne, on a trouvé une pépite, on recharge les piles, extraordinaire. Et puis au fil de l'eau, j'ai compris qu'il n'y a rien qui tient en termes de business plan, de logique de distribution. Vous avez construit la boîte et maintenant je comprends pourquoi vous faites du conseil. Les gens qui conseillent les entreprises, en général, ils n'en ont jamais monté. Ils conseillent aux gens comment faire, mais ils ne l'ont pas fait. Donc je pense que vous êtes un super technicien, vous avez eu une super idée, vous avez beaucoup travaillé, mais ça reste un projet dit d'ingénieur. C'est pas péjoratif, mais entre ça et ce qu'il faut pour en faire une entreprise, et le travail est presque encore supérieur d'imaginer un business model, vos marges, comment vous allez vendre, distribuer, comment vous allez régler la concurrence. Vous ne pouvez pas dire d'un revers de la main, les trucs qui sont sur Amazon, ils ne marchent pas. Ben ouais, mais ils ne marchent pas, mais moi je les achète parce que je ne sais pas qu'ils ne marchent pas. Donc je pense que vous avez autant de compétences dans la construction technologique de ce que vous avez en tête que d'incompétences dans la construction d'un business model qui doit être presque fait avant le produit. Donc j'ai un peu l'impression que la boîte a été montée à l'envers, que vous n'avez pas passé assez de temps pour comprendre l'ADN de la boîte et comment vous allez atteindre une mission énorme et noble. Et je pense qu'il faut que vous retravailliez votre business plan. Donc c'est pour cette raison-là que sur ce projet-là, je ne peux pas vous accompagner. Et en fait, Marc rebondit sur ce que je t'expliquais tout à l'heure, finalement la partie client. Et c'est là que tu vois que tu peux avoir la meilleure idée du monde, le meilleur produit du monde. Si tu as un marketing de merde, et excuse-moi, je suis vulgaire, j'ai horreur de ça, mais là, c'est vraiment le mot. Si tu n'as pas pensé à la façon dont tu vas distribuer le produit, dont le client va utiliser le produit, enfin bref, comment le produit va se diffuser sur le marché, ben, finalement, en fait, ça ne marchera pas. Et tu vois, qu'est-ce que dit Marc, en fait? Il dit, le truc, c'est que aujourd'hui, moi, je les ai achetés, les trucs sur Amazon. Donc au final, tu es là, tu me dis, oui, non, il ne fonctionne pas, mais moi, je m'en fous. Moi, je prends le produit qui fait la fonction la même que la tienne parce que je ne fais même pas la distinction entre le produit sur Amazon qui ne marche pas et le tien qui marche soi-disant mieux. Mais parce que l'explication était vaseuse, les réponses étaient vaseuses et que finalement, la dynamique d'entreprise, elle n'est pas apparue. On a vu, on a compris le produit,
Mais on n'a pas vu comment on allait se positionner et devenir, exactement comme a dit Marc, cette espèce de société qui a trouvé un secret et qui nous permet de sauver la planète. Et tu sais quoi, en même temps que je suis en train de faire l'analyse, je suis en train de me dire, mais mec, là tu es en train d'écouter cette émission, mais là tu as une énorme opportunité. Parce que, quelque part, il a le discours commercial, il n'a pas su habiller son entreprise. Rien ne t'empêche aujourd'hui d'essayer de te positionner sur ce marché et de faire le parti du job qu'il n'a pas fait, et tu peux cannibaliser littéralement les parts de marché de son entreprise. Alors c'est dégueulasse ce que je suis en train de te dire, hein. Mais qu'on soit clair, toi et moi, le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas le pays des bisounours. Je ne suis pas en train de t'inciter à devenir son concurrent, parce que tu ne seras pas son concurrent. C'est un produit technique qu'il a fait. Et moi, je te propose de faire un produit sexy. C'est pas pareil. Entre t'acheter une superbe voiture magnifique avec un moteur pourri et une même autre voiture moins belle mais avec un super moteur, mais je t'assure que malheureusement, la voiture avec le moteur pourri mais magnifique se vendra beaucoup mieux que la voiture avec le super moteur mais aucune élégance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le truc. Essaye d'enrober ce produit-là d'un marketing efficace et tu créeras la différence, voire même tu peux prendre la place du leader sur le marché, qui n'en est pas un puisque en fait il s'est avéré qu'il avait des concurrents mais qu'il a omis de nous en parler. Donc bref, je suis complètement d'accord avec lui puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, et je veux que tu le notes, Marc l'a précisé, il faut autant de travail pour créer une entreprise sur la partie marketing que pour créer le produit. Et moi, je vais même ajouter quelque chose parce que je m'en rends compte avec les années et l'expérience, c'est plus de travail. Tu travailles plus sur ton marketing et sur la façon de diffuser ton produit que sur le produit lui-même. Le produit, tu l'améliores, mais finalement, tu y passes moins de temps que sur tout le reste. Et fais un bilan, surtout si tu es entrepreneur, du temps que tu passes à travailler ton marketing et les ventes de ton produit par semaine. Et si tu n'y passes pas de temps, il y a un problème. Voilà, je te le dis, c'est cadeau. Petite parenthèse que je veux ouvrir et fermer parce que c'était important, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure. Il a précisé qu'il ne travaillait que dans la boîte pour diffuser l'entreprise. Ça aussi, c'est pas normal. Je veux quand même le préciser. Si ce gars-là ne fait que parler de l'entreprise et essayer de pitcher pour lever des fonds, c'est son seul métier au vu du chiffre d'affaires de la société. De mon point de vue, c'est pas trop normal au stade où il en est de l'entreprise. Parce que, alors, soit j'ai pas compris le business model, soit j'ai pas compris les marges. Enfin, j'ai pas l'impression que la boîte soit rentable. Alors après, c'est une manière de procéder. C'est-à-dire que tu vas le faire jusqu'à ce que ça marche. Ok. Sauf que, voilà, moi, je n'aurais pas procédé de cette manière. Bref, on continue. Franchement, il a bien résumé. J'ai pas grand-chose à rajouter. Il y a beaucoup d'incohérences et j'ai du mal à comprendre le business model. Mais il faut continuer. Peut-être une prochaine fois, vous allez revenir avec un nouveau truc et peut-être là, on va décider d'investir. Mais pour ce projet, comme Marc, je vais passer. Merci à vous. En fait, tu es un consultant qui est venu consulter. Tu vois, et on s'est prêté au jeu. Et Marc a fait un résumé qui est excellent, donc je ne vais pas en rajouter. Je vais juste te dire que vis cette expérience comme un brainstorming avec des gens qui... Bienveillant. Et chacun, on a essayé d'apporter des choses. Voilà, c'est gratuit. Profites-en, essaye de reformater les choses. Et je suis aujourd'hui persuadé qu'il y a une voie. Voilà, je pense que là, tu es resté au bord de quelque chose. À toi maintenant, effectivement, donc, de trouver la voie. Mais je vais passer. Merci. Oui, Cédric, la mission, elle est super, mais c'est vrai que, un peu comme Marc, au début, j'étais hyper excité parce que je me suis dit, il y a enfin une solution à un vrai problème, parce que c'est vrai que les problématiques des piles, c'est un vrai scandale, enfin, c'est un problème sanitaire, et là, il y a une solution. Et plus le pitch est allé, plus, en fait, il y a eu une perception, en tout cas, de moi et des autres, de confusion sur le modèle économique et la manière dont tout ceci va être développé et mis en place, que sur le principe et la technologie qui est derrière. Et donc, à mon avis, on n'est pas loin. Vous n'êtes pas loin. C'est pas un truc en disant non, là, vous allez vous planter, il faut arrêter. Je pense qu'il faut bien revoir, recadrer et partir sur un modèle hyper clair. Et là, ce sera le succès. Mais actuellement, je ne vois pas ce modèle et donc c'est pour cette raison que je vais passer. Merci. Bon, je t'ai fait un package des trois parce qu'il n'y avait aucune argumentation à part pour Éric Larchevêque, voilà, qui lui
rajoute le fait que, mais moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit, hein, voilà, il y avait un vrai problème au départ, on avait une vraie solution en face, c'est quand même dommage de ne pas pousser. J'ai bien aimé la remarque de Jean-Pierre qui dit un consultant qui est venu consulter. Et je vais en profiter pour te parler de ça. Les consultants, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Je le concède bien volontiers. Donc déjà, il faut comprendre une chose. C'est que quand on est entrepreneur, comme il doit l'être avec ses associés, c'est compliqué de trouver écho en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Selon ton niveau, selon là où tu te trouves et là où tu veux aller, il y a des trous dans la raquette, il y a des zones d'ombre, il y a des manques clairs et limpides à mon sens de personnes avec lesquelles tu peux discuter pour essayer de comprendre comment tu peux améliorer ta situation, finalement comment tu peux arriver au résultat que tu convoites. Et en fait, c'est vrai que c'est dur. Donc spontanément, quand j'ai entendu Jean-Pierre dire un consultant qui est venu consulter gratuitement en plus, je me suis dit, je vais leur dire que les consultants, c'est vraiment pas des gens bien, etc. Sauf que c'est pas le cas. Je suis obligé de le dire aussi. C'est-à-dire que sur le coup, tu te dis, tu vois, ça sert à rien d'aller voir un consultant, ce qui est complètement faux. La vérité, c'est que ça sert beaucoup d'aller voir des consultants parce qu'ils ont un point de vue extérieur, neutre, du recul sur ta situation. Et généralement, ils sont de bons conseils. Et tant bien même s'ils sont de mauvais conseils, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de sujets que tu ne peux généralement pas aborder avec la plupart des gens, ça fait du bien. Là, la problématique sur laquelle je veux mettre le doigt, c'est qu'en fait, tu as des zones d'ombre, tu dois travailler dessus et tu dois trouver des personnes avec lesquelles tu vas discuter de tout ça. Alors après, la manière dont tu vas le faire, ça ne me regarde pas. J'ai envie de te dire, tu fais ce que tu veux. Tu as les masterminds aujourd'hui qui existent, tu as des coachings en ligne que tu peux prendre avec des gens. Moi, j'en fais. Je vois qu'il y a plein d'autres personnes comme moi sur Internet qui s'y mettent de plus en plus parce qu'il y a de la demande de gens qui te réservent 1 heure pour parler avec toi. Enfin bref, il y a plein de solutions et c'est à toi de trouver celle qui est le mieux adaptée à ta personne. Par contre, te faire coacher, je pense que c'est une fucking bonne idée. Voilà, j'en suis de plus en plus convaincu parce que d'avoir comme ça un point de vue extérieur qui pose un regard sur ta situation, eh bien c'est toujours utile. Et tant bien même, sur le coup, tu ne vois pas l'utilité des conseils qui t'ont été donnés, sois sûr que tôt ou tard, tu y verras une utilité, que ça viendra regermer dans ta tête et tu te diras « Ah mais en fait, il avait raison » ou en fait, tu peux voir les choses à l'opposé et finalement, d'avoir l'avis opposé, ça t'aide à conforter finalement ta décision. Bref, moi en tout cas, je n'y vois que du bien parce que pour moi, le gros manque des entrepreneurs, même des investisseurs d'ailleurs, c'est de ne pas avoir ces personnes avec lesquelles on peut discuter, surtout quand on monte en compétences et en niveau pour passer à l'étape d'après. Il arrive un stade où tu es coincé et où tu as besoin que quelqu'un vienne et te dise « Mais fais ça bordel, c'est là, c'est sous ton nez, pourquoi tu ne le fais pas ?» Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est là qui te le dit, ben tu n'y arrives pas. Alors, je vais finir quand même avec, sur cette partie-là, hein, c'est pas fini, il reste encore Anthony à écouter. Je vais finir donc cette partie en te donnant quand même ce conseil-là. Aujourd'hui, il y a une super invention qui est gratuite qui s'appelle ChatGPT. Et pense à moi si tu le fais, mais tu peux lui donner plein d'éléments et tu verras, la réponse qu'il va te donner, eh bien, elle est surprenante. Et franchement, c'est bluffant. Alors, ça ne remplace pas pour moi les discussions avec quelqu'un qui a de l'expérience, mais ça te permet quand même de te faire réfléchir et d'amorcer parfois peut-être des décisions ou des coachings avec diverses personnes que tu pourrais prendre. Enfin bref, teste-le, tu m'en diras des nouvelles. En tout cas, moi, je trouve que c'est super cool. C'est un bon palliatif en attendant de trouver quelqu'un avec qui tu puisses discuter pour aller chercher des solutions, des réflexions qui parfois peuvent te permettre d'avancer alors que tu es coincé. Je trouve que mes collègues investisseurs ont été très bienveillants et très gentils dans leur retour. Moi, je vais être un peu plus dur. Je pense que le projet, il a peu de chances de fonctionner, que vous êtes en train de perdre du temps et que votre pitch n'a vraiment pas été bon. Il n'y a aucune vision sur le business model. Quand on vous pose des questions, c'est pas clair du tout. Il y a des concurrents. Vous le passez comme un projet révolutionnaire avec une rupture forte. En 2 clics, t'en trouves 50 sur Internet. Il y a très peu de chiffre d'affaires, pour pas dire qu'il n'y en a pas. Ça va être très compliqué. Nous, on n'est pas des conseillers. Faut pas oublier qu'on est là pour investir de l'argent. Vous pouvez pas débarquer devant des investisseurs en leur disant « Alors, je sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez ?» Moi, je suis pas un conseiller. Je suis là pour investir et gagner de l'argent avec vous. Alors, évidemment, quand on aura activé la machine, on est là pour vous épauler, mais pas dès le début. Pas aussitôt. Ouais. Pas au moment de pitcher. Si vous faites ça devant un fonds d'investissement, vous êtes sorti de la salle au bout de 10 minutes.
Donc là, on a été vraiment dans la bienveillance. Je suis obligé de contrebalancer un petit peu. J'espère que vous trouverez une solution. Je suivrai par curiosité, mais j'y crois très peu. Et pour ces raisons, je vais passer. Je vous remercie pour votre bienveillance, en tout cas. Ouais. Tu veux dire pour les 4 pour- quand t'es bienveillant? Mais c'est bienveillant aussi, je veux vous faire gagner du temps. On n'hésitera pas à vous tenir au courant de la suite du projet. Génial, En tout cas, ça c'est marche. sûr. Merci. Bravo. Salut Cédric. Merci à vous. Bon courage. Merci beaucoup. salut. Au revoir. Sur le plateau, j'ai entendu des choses pas faciles. Effectivement, on a dit que le pitch était pas bon. Je vais me remettre en question. Le fait qu'on ait plein de modèles économiques, et ça a, je pense, vraiment brouillé les pistes. Effectivement, devant des investisseurs, il faut un seul modèle et puis un cap. L'idée, c'est de retravailler et de revenir encore plus fort. Il a presque résumé mon podcast en fait. Je rigole que franchement, en même temps, je trouve que c'est fou de se présenter comme ça et de pas avoir eu de retour de qui que ce soit. Donc, soit de ne pas avoir répété, soit de ne pas avoir réalisé qu'à un moment donné, c'était problématique. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est la partie j'ai besoin de conseils, on verra où on va ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme l'a dit Anthony Bourbon, moi, le problème c'est que tu es là pour gagner du fric, tu n'es pas là pour enfiler des perles. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se voler la face. Je comprends qu'il y a une mission, ok. Et je comprends aussi qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre que l'argent fait tourner le monde. Mais en réalité, s'il n'y a pas l'argent dans les transactions humaines, il n'y a pas la motivation. S'il n'y a pas la motivation, il n'y a pas les gens qui se dépassent pour obtenir un résultat. Et s'il n'y a pas de résultat, mais personne ne s'engage. Donc je veux dire, quel est le fond de la pensée qui permet de conduire à croire un seul instant qu'en arrivant les mains dans les poches, sans aucun projet et surtout sans aucune marge affichée, bénéfice, plan financier, rentabilité, enfin j'en sais rien, tu vas arriver à lever de l'argent. Ce qui m'inquiète en fait, je vais te dire ce qui m'inquiète, c'est que tu fasses la même chose avec des investissements ou même tout court qu'avec n'importe quel investissement, j'allais dire des investissements immobiliers en allant pitcher pour un crédit, mais même des investissements financiers de quelque sorte qu'ils soient. Si tu n'as pas compris des fondamentaux et si tu agis sur des croyances qui ne sont pas construites sur une réflexion, laisse-moi juste te dire quelque chose. Tu vas au casse-pipe. Je te le dis comme je le pense. Je pense sincèrement que pour être capable d'investir, malheureusement, il faut avoir un minimum de compréhension d'éléments basiques. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Non, mais Nicolas, quand même, je ne suis pas idiot, je sais de quoi tu parles. Mais en fait, je crois qu'il y a tellement de gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'il y a à savoir pour gérer une boîte, gérer la trésor, faire la part des choses entre l'argent qui est à toi, l'argent qui n'est pas à toi. Moi, j'en vois des entrepreneurs qui se lancent et qui font même pas gaffe qu'en fait, ce qu'ils facturent, quand tout est déduit, ils ne gagnent pas d'argent. Parce qu'en fait, ils mesurent mal l'impact fiscal sur leur société. Ils mesurent mal le coût de leur charge réelle sur ce qu'ils facturent. Ils mesurent mal, mais pas parce qu'ils mesurent mal, mais parce qu'ils n'ont pas pris le temps de compter précisément, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre ce qu'ils devaient compter précisément. En fait, oui, je sais que c'est embêtant de dire des choses comme ça. J'aimerais te dire qu'au feeling, tu peux y arriver. Et parfois, ça passe. Il y a des domaines d'activité où, comme je le disais tout à l'heure, tu es précurseur. Ce que je croyais qu'il était d'ailleurs, parce que je pensais que c'était un précurseur moi aussi, et comme dit Anthony, mais en 30 secondes, en fait, tu vois qu'il y a 50 concurrents et toi, tu n'en parles pas, tu aurais dû faire l'inverse, mec. Oui, aujourd'hui, je le répète, c'est hyper important. S'il y a un truc que tu dois te rappeler de cette émission qui touche à sa fin, c'est que, comme Anthony Bourbon l'a fait, et moi je le fais tout le temps, moi tu me dis un truc, tu es en train de me parler que je regarde sur mon téléphone. Je suis désolé de te le dire. Il y a des fois des gens, ça m'est arrivé une fois, il y a quelqu'un qui s'est énervé, il m'a dit oui, tu vérifies ce que je dis. Je dis oui, je vérifie ce que tu dis. Et le mec s'est énervé. Et en plus, c'était faux. Parce que, en plus, c'est comme ça que ça se passe. Tu vérifies ce qu'on te dit, les gens s'énervent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et après, toi, tu es là, tu dis, mais regarde, c'est faux. Alors moi, on me dit des fois, on m'a déjà dit, oui, ChatGPT ne sait pas tout. Google ne sait pas tout. Ok, très bien. Tu as le droit de le croire. Moi, je crois Google plus que toi. Voilà. Mais c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de te dire, c'est symptomatique de ce que je t'expliquais tout à l'heure. Tu peux me dire, par exemple, un mec comme moi, tu peux venir et me voir et me dire ce qu'il y a d'écrit sur Google, c'est pas vrai. Ok, je te dirais oui, pas de problème. Mais je t'écouterai même pas. J'aurais plus confiance en Google que en toi. Parce que Google, depuis X années, dans les recherches que j'ai pu faire, a été plus fiable pour moi que la plupart des humains qui ont essayé de me mentir. C'est malheureux, hein. Après, on pourrait débattre de ce sujet-là qui en est un autre. Mais tu comprends ce que je veux dire. Et cette expérience, on la partage tous.
Donc pourquoi s'énerver et surtout pourquoi lutter contre Google? Il vaut mieux que tu me dises ou que tu dises dans une situation comme ça, ah oui désolé, j'ai oublié, je me suis trompé, effectivement il y a des concurrents, mais, et tu l'as préparé, tu donnes des explications et on passe à autre chose. Et dans ces cas-là, tu contournais le problème. Mais là, de faire comme il a fait, c'est une hérésie, c'est catastrophique. C'est pas justifié, c'est pas justifiable et en plus, voilà, il manque clair de construction. Donc tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire qu'on vit une époque où aujourd'hui, Jean-Michel à peu près n'a plus sa place dans un pitch ou dans un projet quel qu'il soit. Surtout que tu n'as pas d'excuses aujourd'hui avec ChatGPT, tous les outils qu'on a. Il y a encore quelques années, mais là avec ChatGPT, pour moi, il n'y a plus aucune excuse. Hein. Copier-coller, feuille Word, je corrige, je remodèle avec mes mots. Personne ne saura que ChatGPT est ton meilleur ami. Et encore que ça commence à se savoir, mais tu m'as compris. Et en plus, franchement, moi en tout cas, je te donne mon opinion, mais je pense que tu devrais, si tu n'as personne avec qui parler, faire critiquer tes actions par ChatGPT, essayer de les améliorer. Et déjà, rien qu'avec ça, tu avancerais sur tes projets d'une manière ou d'une autre. Là, franchement, c'est très dommage. Pour moi, il avait un beau projet dans les mains. Il avait quand même un début de pitch qui était parfait. Il aurait pu aller au bout s'il avait mieux préparé son sujet et s'il n'avait pas évité autant les questions parce qu'à la fin, ça en devenait suspicieux. Voilà, répondre directement. Il y a quand même plein d'informations que nous avons en notre possession et ces informations qu'on a en notre possession, il ne faut pas que tu hésites à les délivrer pour justement aller chercher l'objectif que tu t'es fixé, aller chercher les fonds que tu viens chercher, aller chercher le projet que tu veux leur sortir. Enfin bref, aller au bout de ta démarche. Voilà. Donc voilà. Écoute, en tout cas, moi j'ai bien aimé quand même cette émission. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé des questions sur les piles alcalines. Je regarderai quand même cette histoire de régénération de piles. Comme bon consommateur que je suis, je prendrai le produit qui me paraît être le mieux et le plus simple à utiliser et pas le produit qui dit qu'il est numéro 1. En réalité, aujourd'hui, que font les clients lorsqu'ils vont acheter un produit? Ils regardent quoi? Ils regardent les avis clients. Tu remarqueras qu'on est dans une ère où les avis clients ont finalement presque plus de poids même que le marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que tu proposes, si tu n'as pas d'avis client, tu as un problème. Et ça aussi, tu peux te le noter parce que je pense vraiment que c'est important. Bref, je te remercie d'avoir écouté cette émission. Tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu as mes livres, mes coachings, mes formations. Je ne suis pas inquiet, tu vas chercher, tu vas trouver. Sinon, tu vas sur Amazon, tu tapes riche, tu tapes crise financière, tu as mes livres qui apparaissent en première page, devenir riche sans argent, survivre à une crise financière pour protéger ton épargne, sauver tes économies. Enfin bref, toi-même tu sais. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!